L'histoire commence dans une ville où les riches et les pauvres sont séparés. Mais pour survivre, Rudo est forcé de piller les déchets revendables des riches. Lors d'un de ses raids, un garde le repère et donne l'alerte. Alors que d'autres gardes arrivent, Rudo s'échappe vite par le conduit d'aération pour atteindre le quai de chargement. Là, il tombe sur d'autres gardes qui ouvrent immédiatement le feu sur lui. Mais tandis qu'il tente de les esquiver, il se fait érafler l'épaule. Néanmoins, il se cache jusqu'à ce que les gardes le perdent et finit par s'échapper du complexe par une plaque d'égout. Le lendemain, Rudo est de retour dans les bidonvilles où il vit, réparant tous les déchets qu'il a volés plus tôt tout en ignorant les autres habitants du quartier qui le critiquent pour avoir encore volé. C'est alors que son coup de cœur, Chiwa, arrive furieuse et lui demande pourquoi il continue de voler les déchets des riches. Alors que Rudo lui dit que c'est pour gagner de l'argent, 3 crétins arrivent et avertissent Chiwa de rester loin de lui car son père était un tueur en série. Rudo reste calme pour éviter de faire une scène. Cependant, dès qu'ils commencent à le comparer à son père, il leur lance un regard noir et les chasse. Ensuite, Chiwa rassure Rudo en lui disant qu'elle croit toujours en lui, ce qui le réconforte. Rudo ramasse alors un lapin en peluche, mais au moment de le lui offrir, la mère de Chiwa, un peu trop protectrice, surgit et la ramène chez elle. Déçu, Rudo rentre chez lui. Là, son père adoptif, Recto, se moque de lui pour avoir raté son coup avec Chiwa, puis change brusquement de sujet et l'exhorte à arrêter de voler des déchets si souvent. Pendant que Rudo répond, Recto remarque la blessure à son épaule de la nuit dernière et lui dit d'enlever ses gants pour qu'il puisse la soigner. Après avoir pansé la blessure, Recto lui dit qu'il se blessera encore plus gravement s'il continue de voler. Mais Rudo lui dit qu'aucune blessure ne peut être aussi grave que celle que son père biologique lui a infligée, causant la cicatrice noire sur ses avant-bras. Même s'il a raison, Recto lui rappelle que son père a été capturé et jeté dans le gouffre, une ancienne tranchée plus profonde que les enfers, où la ville jette ses déchets et ses criminels pour qu'ils y pourrissent. Il conseille donc à Rudo de prendre soin de lui pour ne pas finir comme son père. Ceci réglé, Recto menace pour rire d'affamer Rudo s'il ne donne pas la poupée à Chiwa le lendemain et Rudo commence immédiatement à s'énerver, ignorant totalement qu'ils sont suivis à l'extérieur par un mystérieux homme masqué. Le lendemain matin, Rudo quitte la maison avec la poupée et marche jusqu'au bord d'une falaise où il voit un criminel être jeté dans le gouffre. Alors qu'il se demande ce qui vit tout en bas, Chiwa lui fait peur en arrivant par derrière. Elle avertit ensuite Rudo d'arrêter de voler des déchets pour ne pas finir lui aussi jeté dans le gouffre. Impassible, Rudo lui dit qu'elle agit exactement comme Recto, alors Chiwa lui répond qu'elle et Recto agissent ainsi parce qu'ils l'aiment. En entendant cela, Rudo se fige sous le choc et panique en réalisant qu'elle vient de lui avouer indirectement ses sentiments. Il offre ensuite la poupée à Chiwa, s'attendant tout à fait à ce qu'elle la refuse. Cependant, quand Chiwa l'accepte joyeusement, Rudo devient tout troublé et court immédiatement chez lui pour s'en vanter auprès de Recto. Malheureusement, à son arrivée, il aperçoit le mystérieux homme masqué de la nuit dernière sur Recto en train de le poignarder et l'attaque immédiatement. En un instant, l'homme mystérieux tabasse Rudo et le laisse pour mort, puis il s'en va. Grimaçant de douleur, Rudo accourt pour voir comment va Recto. Mais alors qu'il tente de le garder éveillé, Recto lui dit de fuir tant qu'il le peut, puis meurt. Juste après, une bande de gardes complètement stupides de la ville débarque et l'arrête de force pour le meurtre de Recto sans même prendre la peine d'enquêter. Le lendemain, Rudo est attaché tout près du bord du gouffre et condamné à mort par chute. Alors que les bourreaux le poussent lentement vers le bord de la falaise, Rudo panique et regarde la foule des bidonvilles qui l'insultent et encouragent les bourreaux, espérant que quelqu'un vienne le sauver. Quand il aperçoit Chiwa qui semble triste, il tente de lui expliquer qu'il est innocent, mais elle le traite alors de meurtrier, tout comme son père biologique, et jette la poupée qu'il lui avait offerte avec dégoût. À ce moment-là, Rudo repère le vrai meurtrier dans la foule. Mais avant qu'il ne puisse faire quoi que ce soit, les bourreaux le jettent dans le gouffre. Alors qu'il tombe de plusieurs centaines de pieds dans la décharge sans fin, Rudo jure de se venger d'eux tous un jour. Cependant, quelques secondes après avoir atterri sur une montagne de déchets, une énorme bête d'ordures surgit et hurle sur Rudo. Terrifié, Rudo commence à courir pour sauver sa peau. Mais avant d'aller loin, 3 autres bêtes d'ordures sortent de terre et l'attaquent. Après que Rudo a esquivé les attaques, il tombe accidentellement d'une petite colline et entraîne un tas d'ordures avec lui. Alors que la poussière retombe, il réalise lentement qu'il mourra avant GTA 6 s'il continue de respirer les gaz puants de tous ces déchets. Au début, il envisage de courir jusqu'à ce qu'il atteigne un endroit sûr. Mais en réalisant qu'un endroit sûr ne peut exister dans un monde de déchets, il commence à cracher du sang. Alors que les bêtes approchent, Rudo envisage d'abandonner. Cependant, quand il se rappelle le visage de Recto après sa mort, il se souvient de sa vengeance, se relève et ramasse un fer à béton pour riposter.
Hélas, après avoir repoussé les bêtes quelques secondes de plus, les poumons de Rudo commencent à lâcher. Mais alors qu'il crache encore du sang, 2 bêtes chargent sur lui de directions opposées. En une fraction de seconde, des éclairs rouges parcourent les gants de Rudo, transformant les déchets métalliques dans ses mains en une super arme très dangereuse, qu'il utilise ensuite pour trancher et détruire les 2 bêtes quand elles s'approchent. Après son combat, une autre bête d'ordure frappe le sol de ses membres antérieurs et soulève un tas de déchets vers Rudo. Rudo essaie de distancer la vague de déchets imminente, mais malheureusement, la vague le rattrape et l'assomme. Quand il reprend connaissance, il trouve un type bizarre portant un masque à gaz et tenant un parapluie debout au-dessus de lui. Alors qu'il se demande qui est ce gars, le type lui met un masque à gaz sur le visage et dit à Rudo, qui continue de poser des questions, de se taire. Quand Rudo refuse d'écouter, les bêtes d'ordure les repèrent, et le gars au masque à gaz s'emporte contre lui pour avoir révélé leur position. Peu après, une bête d'ordure les attaque, mais le gars au masque à gaz transforme immédiatement son parapluie en rotor à grande vitesse, le place vers la bête et la réduit en bouillie. Après ça, il charge plusieurs bêtes plus petites qui arrivent sur lui et les élimine d'un seul coup. Le boss des bêtes d'ordure lui lance alors une bombe d'énergie, mais il la détruit avec son parapluie, saute haut dans les airs et déchiquette le monstre, laissant Rudo sous le choc. Ensuite, Rudo exige des présentations, mais alors que le gars se présente comme un simple nettoyeur nommé Engine, Rudo s'effondre. Peu après, à son réveil, il se retrouve enchaîné et traîné au sol par Engine. Il pique une crise, exigeant qu'il le libère pour retourner dans la cité d'en haut et accomplir sa vengeance. En entendant cela, Engine lui dit que retourner dans le monde d'en haut, qu'il appelle la sphère, est impossible, car personne n'a jamais réussi l'ascension. Pourtant, le cerveau de Rudo, hermétique à toute logique, refuse d'y croire et il exige qu'Engine lui dise comment retourner dans la sphère. Lassé, Engine le traîne vers des récupérateurs dans une région déserte et l'y abandonne pour qu'il lui apprenne comment fonctionne réellement le monde au-delà du gouffre. Dès que les récupérateurs découvrent qu'il vient de la sphère, ils l'enchaînent immédiatement à l'intérieur de leur camion. Pendant que Rudo se débat, le chef de bande se moque de lui et dit qu'il va être vendu aux gosses de riches, qui détestent les habitants de la sphère comme lui pour avoir pollué leur air avec leurs vieux déchets. Il tente ensuite de forcer Rudo à manger des os usés, mais Rudo lui arrache la peau de 2 doigts d'un coup de dent, libère une aura rouge alimentée par une rage pure et brise ses chaînes. Sous le regard d'Engine, Rudo sort de la camionnette, transforme les chaînes en un fouet de fer simplement en les tenant avec ses gants et repousse les récupérateurs. Lorsqu'ils esquivent, il saisit un pneu usagé, le transforme de la même manière en une arme à pointe, stupéfiant les récupérateurs et les assomme. Alors qu'il s'apprête à achever le chef de bande, Engine intervient. Rudo exige des réponses, mais Engine dit qu'il ne s'expliquera que si Rudo devient un nettoyeur comme lui, ce que Rudo refuse catégoriquement. Peu après, alors que Rudo passe un examen médical dans une clinique d'un campement du gouffre, il s'emporte contre Engine pour avoir tenté de le forcer à rejoindre son groupe. Fatigué de ses jérémiades, le docteur, sosie du roi Bumi, lui lance un regard noir à la Michael Myers et dit à Rudo d'être reconnaissant envers Engine pour lui avoir sauvé la vie. Après avoir été soigné, Engine emmène Rudo dans un restaurant de bord de route pour manger des burgers, cette fois-ci réellement comestibles. Pendant qu'il mange, Engine explique à Rudo que les monstres de détritus sont des créatures surnaturelles nées de l'accumulation des émotions d'objets jetés, formant ce qu'il appelle l'anima. Bien que les armes ordinaires ne puissent pas les vaincre, Engine explique que les objets chéris et entretenus par une personne sur une longue période peuvent être possédés par l'anima et transformés en armes spéciales appelées instruments vitaux, capables de terrasser ces monstres. Ceux qui manient de tels pouvoirs, comme Engine et Rudo, sont appelés des givers et travaillent comme exterminateurs de monstres de détritus ou nettoyeurs. En entendant cela, Rudo demande à Engine s'il lui apprendra vraiment comment remonter du gouffre s'il accepte de les rejoindre. Après lui avoir avoué qu'il ne sait pas comment faire, Engine demande à Rudo qui lui a donné ses gants. Quand Rudo répond que c'est son père adoptif, Engine l'exhorte à continuer d'en prendre soin, car ils font désormais office d'instrument vital. Ensuite, Engine se lève, avertit Rudo de garder sa véritable identité secrète, puis lui lance une bourse d'argent à dépenser avant de partir. Quelques secondes plus tard, un chat errant vole l'argent de Rudo, mais celui-ci le poursuit dans une ruelle sombre. En chemin, il attrape par accident le bâton en forme de lance-pierre d'un inconnu, plaque le chat au sol avec et récupère son argent. Peu après, le propriétaire du bâton, Zanka, apparaît et exige qu'on lui rende son bâton. Quand Rudo traite son bâton avec mépris, Zanka le lui arrache, le flaire comme si c'était la 8e merveille du monde, puis active le pouvoir du bâton pour donner une leçon à Rudo. Après avoir failli broyer les parties de Rudo, Zanka l'appelle par son nom, confirmant qu'il est aussi un nettoyeur, et se présente comme son instructeur. Malgré sa peur, Rudo envisage d'abord de riposter, mais il se souvient alors d'une des leçons de Recto, à savoir l'importance de la diplomatie, et décide plutôt de s'excuser.
À sa grande surprise, Zanka se calme aussi, s'excuse et commence à s'extasier comme un fan sur les gants de Rudo. Pendant ce temps, Rudo se souvient que Recto lui a dit de sourire plus, alors il essaie d'en forcer un, pour finir par ressembler à quelqu'un qui pose une pêche après un mardi tacos. Furieux, Zanka pète un câble contre Rudo, pensant qu'il se moque de lui et se moque de l'objectif final de Rudo en représailles. Quand Rudo s'énerve aussi, Zanka active l'anima de son bâton et se prépare au combat. Incapable de reculer, Rudo plonge sa main dans la benne à côté de lui, en sort une ventouse couverte de diarrhée bien juteuse et la transforme en une arme de destruction massive puante. Voyant cela, Zanka a le souffle coupé en réalisant que les gants de Rudo peuvent transformer n'importe quel objet en instrument vital, contrairement à eux qui ne peuvent en utiliser qu'un. Néanmoins, il attaque Rudo pendant plusieurs secondes, mais dans la lutte, une traînée de crottes atterrit sur son visage. Après avoir plaqué Rudo au sol, Zanka sent l'odeur, perd les pédales et s'enfuit en suppliant Rudo d'arrêter. Rudo le poursuit dans la ruelle, mais au final, le pauvre Zanka finit aspergé de diarrhée et s'évanouit. C'est alors qu'Anjin arrive en voiture pour les emmener au quartier général des nettoyeurs. En chemin, il se tord de rire en apprenant ce qui s'est passé et présente une troisième nettoyeuse cachée dans le coffre, Ryo, qui joue avec les cheveux de Rudo. En arrivant au QG, Anjin présente Rudo à la réceptionniste, Semiu, et lui demande d'utiliser son instrument vital, ses lunettes de vision cinétique, pour sonder l'âme de Rudo et voir son potentiel. Après l'avoir fait, Semiu recule de stupeur en remarquant quelque chose de vraiment bizarre dans la constitution de Rudo. Mais au lieu de le révéler, elle se reprend et dit à Anjin de se concentrer sur l'apprentissage de Rudo pour qu'il puisse puiser dans son pouvoir sur commande. Ensuite, Anjin emmène Rudo dans une pièce élégante pour voir leur patron. À l'entrée, Rudo envisage de demander au patron comment remonter là-haut, mais Anjin lui dit de n'en rien faire, car l'info n'est pas gratuite, puis il vante tellement les mérites du patron que ça fait peur à Rudo. Peu après, il ouvre la porte de la pièce pour découvrir que le patron n'est pas là. Pendant que Semiu explique que c'est parce que le patron est en mission impromptue, Ryo propose à Rudo de venir la voir nettoyer des petites bêtes de détritus dans une ville près de l'une des 6 zones polluées, une zone lourdement contaminée par les ordures, et Rudo accepte. Après un rapide briefing avec Semiu, Ryo, Rudo, Anjin et quelques nettoyeurs de soutien sans pouvoir arrivent en ville pour répondre à la demande du client. Après quelques banalités, ils aperçoivent leur première bête de détritus, un petit troupeau de créatures sans pouvoir. Rudo commence immédiatement à paniquer, mais Ryo l'exhorte à se détendre car les bêtes sont faibles. Cependant, dès que des bêtes plus grosses surgissent de l'ombre et frappent la barricade plus violemment, Rudo perd les pédales et supplie Ryo d'appeler des renforts. Alors que Ryo reste zen, Rudo lui demande pourquoi elle est si décontractée et elle lui répond que c'est juste une façade pour survivre dans ce monde de déchets. Rudo essaie alors de jouer les durs, pensant que c'est ce qu'il lui faut, mais quand un monstre de rebut de niveau supérieur brise leur barricade, il reste pétrifié par le choc. Néanmoins, Ryo s'approche de la bête, imprègne son instrument vital, une paire de ciseaux, d'anima, place le trou dans ses jambes et tranche les petits monstres comme Jack l'éventreur, choquant encore plus Rudo. Ensuite, le grand monstre de rebut affronte Ryo, mais pendant qu'elle lui fait face, les nettoyeurs de soutien s'empressent de démanteler les plus petits pour les tenir à l'écart du combat. Ce faisant, l'un des nettoyeurs trébuche et réveille une bête endormie, mais alors qu'elle s'apprête à le déchiqueter, Rudo la bloque avec un fer à béton et le transforme accidentellement en une barricade de toile rouge grâce à l'anima de son gant. Peu après, ses gants dysfonctionnent, mais avant que la bête ne prenne le dessus, Ryo la détruit. Après cela, elle dit aux autres que le grand monstre refuse de mourir, même après avoir coupé son corps en deux avec son instrument vital, ce qui est très étrange. Tout en ignorant Rudo, Ryo demande à des nettoyeurs de partir pour enregistrer le nouveau monstre dans leur dossier. Puis elle plonge sur la tête de la bête, lui coupe ses cheveux métalliques et repère son noyau brillant. Cependant, alors qu'elle s'apprête à le détruire, le monstre passe en mode Super Saiyan, fait repousser ses cheveux et frappe le sol, envoyant des fils de métal vers Rudo. Voyant cela, Rudo accepte d'être un minable pathétique qui sera toujours un fardeau, et se laisse presque mourir, mais heureusement, un nettoyeur de soutien le sauve. En s'enfuyant, Rudo voit Ryo massacrer joyeusement le monstre en le poignardant à la tête. Alors ils reviennent pour comprendre pourquoi il n'est pas mort plus tôt, réalisant que son noyau était alimenté par un instrument vital au lieu de l'anima. Plus tard dans la soirée, Ryo organise une fête pour Rudo afin de l'accueillir au sein de l'organisation. Pendant la fête, Gris, le nettoyeur qui a sauvé Rudo, s'approche de lui alors qu'il se sent comme un déchet après le bug de son gant et l'écoute s'autoflageller pour avoir toujours perdu son sang-froid et être un fardeau. Après la crise de Rudo, Gris le remercie de ne pas le mépriser parce qu'il est un soutien, comme le font la plupart des donneurs. Il presse ensuite Rudo de chercher au fond de lui ce qu'il veut vraiment pour trouver une direction claire dans sa vie, laissant Rudo stupéfait.
Le lendemain, Simiu reçoit une nouvelle demande de nettoyage, réunit tout le monde pour un briefing et leur dit qu'un marchand a besoin d'eux pour détruire un monstre qui a volé sa précieuse cargaison, un autre habitant de la sphère, alors qu'il traversait une zone polluée. En entendant cela, Engine demande à Rudo s'il veut les suivre, bien qu'il soit un idiot incapable d'utiliser son pouvoir correctement, et Rudo accepte, espérant obtenir plus d'indices sur la façon de remonter du gouffre. Cela étant réglé, Simiu nomme Zanka chef d'escouade, car Engine a un autre travail et les envoie en mission avec Gris et quelques autres nettoyeurs de soutien. En chemin vers le site, une femme laide apparaît, prétendant être la marchande qui les a engagés, et les mène vers un bâtiment délabré pour combattre le monstre de rebut. Là, la marchande les pousse au milieu de la pièce, saute en arrière et regarde le sol sous leurs pieds se ramollir et se briser. Après être tombé dans le sous-sol du bâtiment, Gris demande à la marchande au-dessus d'eux où se trouve l'habitant de la sphère, mais la femme se contente de pointer Rudo du doigt et se transforme en boue. Peu après, 2 donneurs CP arrivent avec des lanternes violettes, et Zanka les identifie aussitôt comme des bandits ou des pillards venus capturer Rudo. Le temps presse, Gris demande à Zanka de retenir les pillards, pendant que lui et les autres nettoyeurs mettent Rudo à l'abri, ce que Zanka accepte. Après avoir laissé Gris et les autres s'échapper avec Rudo, Zanka provoque les pillards, puis retire son masque à gaz pour se préparer au combat. En quelques secondes, la pillarde invoque d'inquiétants clones de boue avec son instrument vital, une pelle, et les lance tous sur Zanka. Après avoir activé son bâton, Zanka détruit quelques poupées de boue, mais le second pillard surgit d'un clone, projette Zanka contre un pilier, puis disparaît dans la boue pour se fondre parmi les autres leurs. Remis sur pied, Zanka continue de fracasser les monstres de boue et encaisse les coups en silence, déterminé à percer le secret des pouvoirs des pillards. À un moment, la pillarde le piège dans des sables mouvants, mais alors qu'elle jubile, Zanka la fait taire en révélant qu'il a compris, elle contrôle les clones, tandis que l'homme y circule aisément grâce à ses raquettes. Sur ce, la femme envoie tous ses clones de boue attaquer Zanka, mais ce dernier plante son bâton dans le sol et utilise l'énergie des micro-vibrations, à la manière de Toph, la maître de la Terre, pour localiser le clone exact qui cache l'homme. Dès qu'il le repère, Zanka les assomme tous les deux pour finalement se faire capturer par un troisième pillard. Peu après, alors que Rudo et les nettoyeurs atteignent la sortie, le troisième pillard, Jabber, les rattrape, identifie Rudo comme sa cible, bloque la sortie et lui demande poliment de le suivre voir son patron sans faire d'histoire. Quand Rudo refuse et demande ce qu'est devenu Zanka, Jabber lui répond qu'il l'a neutralisé avec la neurotoxine de ses griffes. Il sort alors ses griffes et demande à nouveau à Rudo de l'accompagner pour voir son patron. À cet instant, Gris et ses nettoyeurs l'attaquent, mais Jabber les repousse sans peine et entaille le ventre de Gris, laissant Rudo totalement sous le choc. Pendant l'assaut, le talisman de Gris tombe, mais Rudo s'en saisit et se revoit sur la sphère, trouvant un visage de mannequin intact dans les ordures et pleurant devant Recto, maudissant les gosses de riches de l'avoir jeté. Mêlant l'émotion de ce souvenir à l'anima de son gant, Rudo transforme le talisman en une immense arme spirituelle, ce qui amuse Jabber. Ensuite, il remercie Gris, qui se bat pour rester en vie, de l'avoir aidé à se souvenir de sa véritable ambition, révéler le vrai potentiel de chaque objet, et il jure de donner une bonne leçon à Jabber. Jabber accepte le défi avec joie, et se jette immédiatement sur Rudo. Pourtant, pour une raison inconnue, Rudo semble soit trop bien esquiver les attaques, soit celles-ci ne l'atteignent pas du tout. Perplexe, Jabber interrompt le combat un instant et demande à Rudo de lui expliquer ce qui se passe. Rudo lui explique que le talisman était un porte-bonheur que Gris priait. Devenu un instrument vital, il lui offre la défense ultime en boostant sa chance pour lui éviter toute blessure. En entendant cela, Jabber dit à Rudo que selon sa logique, ses attaques ne devraient pas non plus pouvoir l'atteindre, mais Rudo lui répond qu'il n'a pas bougé d'un seul pas depuis le début du combat. En expliquant davantage, Rudo dit à cet imbécile que le talisman l'a intentionnellement repositionné contre son gré pour s'assurer qu'il rate ses attaques. À cela, Jabber se précipite à nouveau vers Rudo, mais cette fois, après que le talisman a repositionné son corps en plein vol, Rudo lui assène un coup de poing digne de Mike Tyson au visage et le renvoie d'où il vient. Après l'attaque, Jabber accepte d'être désavantagé, mais pour comprendre comment le talisman continue de le détecter, il crée un écran de fumée avec de la poussière, lance des débris de béton sur Rudo, que le talisman ne détecte étonnamment pas, et continue d'attaquer jusqu'à ce que Rudo le projette contre un mur. Après avoir ricané de douleur comme un fou, Jabber dit à Rudo que son attaque de débris plus tôt lui a fait réaliser que l'instrument vital de Rudo, le talisman, déplace les attaques en détectant l'intention hostile dirigée contre lui. En utilisant cette logique, Jabber se poignarde le cœur avec sa griffe droite et s'injecte sa neurotoxine dans le corps. Submergé par la douleur, il perd connaissance et se réveille quelques secondes plus tard comme une machine à tuer sans cervelle, sans volonté ni intention propre que le talisman ne peut pas détecter.
Ensuite, il hurle comme une poupée d'Halloween déformée et attaque Rudo, qui esquive immédiatement dès qu'il réalise que les défenses du talisman ne peuvent plus le détecter. Alors que l'échange se poursuit, Jabber parvient d'une manière ou d'une autre à réduire la distance entre eux et sort sa griffe droite pour injecter de la neurotoxine dans les yeux de Rudo. Heureusement, avant que cela n'arrive, Zanka plaque le fou au sol avec son bâton et, tout en endurant la douleur atroce de la neurotoxine de Jabber, s'avance pour rejoindre Rudo. Après les politesses, Rudo lui raconte tout sur le talisman de Gris et le combat, mais Zanka admet qu'il est déjà au courant car il est arrivé plus tôt et les a observés se battre pendant un moment. Comme le talisman de Gris ne peut pas attaquer et que Zanka peut à peine bouger, Zanka suggère que Rudo le laisse le frapper juste pour tester si cela déclenche l'instinct du talisman de le repositionner. Si ça marche, Zanka pourra en profiter et abattre Jabber avec son bâton. Au début, Rudo refuse, mais quand Jabber se relève et fonce sur eux, ils esquivent tous les deux et Rudo accepte d'essayer. Sur ce, Zanka lève son bâton pour frapper Rudo, mais au dernier moment, le talisman le détecte et le repositionne juste devant Jabber. Réalisant que son intuition était la bonne, Zanka projette Jabber contre le mur avec son bâton. Puis il retourne vers Rudo et répète cette séquence plusieurs fois jusqu'à ce qu'il finisse par assommer Jabber avec un coup de tête dévastateur. Jabber étant hors de combat, Zanka s'effondre de douleur et le talisman de Gris se désintègre en poussière, laissant Rudo terrifié à l'idée de l'avoir cassé. Cependant, alors qu'il pleure la perte du talisman, Rudo est soudainement paralysé et s'effondre à cause de la neurotoxine de Jabber, dont Zanka réalise plus tard qu'elle a été administrée par une blessure que Jabber lui avait infligée plus tôt. Malheureusement, avant qu'il ne puisse faire quoi que ce soit, Jabber reprend conscience en s'injectant avec sa griffe gauche, qui contient un sérum analgésique. Ensuite, il injecte à Zanka plus de neurotoxine avec sa griffe droite pour le maintenir au sol, porte le corps paralysé de Rudo et remonte à la surface pour rejoindre son patron. Malheureusement pour lui, dès qu'il sort, Engine arrive avec Ryo, d'autres nettoyeurs et des assistants, et l'envoie s'écraser contre un mur avec sa célèbre attaque au parapluie. Pendant que Jabber récupère, Engine envoie les assistants au sous-sol pour évacuer Gris et les autres. Peu après, Jabber se relève en bavant et leur dit que toute cette douleur qu'il lui inflige le fait bander dur. Ça donne direct la chair de poule à tout le monde, mais alors que Jabber sort ses griffes pour se battre, Ktoni, un autre pilleur, surgit derrière lui, l'attrape et lui dit que le boss veut qu'il batte en retraite. Quand le fou masochiste refuse, Ktoni le serre plus fort et lui lance un regard noir mortel. Voyant cela, Jabber utilise enfin son dernier neurone et finit par accepter de suivre Ktoni. Cependant, alors qu'il s'apprête à partir par le portail en forme de plaque d'égout, Rudo l'interpelle et jure de venger Gris. Mais alors que Jabber l'encourage, il remarque un symbole bizarre sur les gants de Rudo, lui dit que ça représente une série précise, et s'en va. Peu après, Gris est évacué du sous-sol et Rudo accourt pour le voir lutter pour sa vie. Désolé, il s'excuse d'avoir bousillé le talisman, mais Gris, à le temps de douleur, le félicite d'en avoir fait bon usage avant qu'il ne lâche. Le lendemain, quand Rudo trouve Gris vivant et guéri de ses blessures, il recule sous le choc car il pensait au départ que Gris avait succombé. Remarquant sa réaction, Engine et un autre assistant se moquent de lui, mais Rudo s'énerve et demande à Gris comment il a survécu à une telle blessure. En réponse, Gris présente leur timide médecin, Eishia, et la remercie d'avoir utilisé ses pouvoirs spéciaux pour le sauver. Ensuite, il remercie le jeune assistant, Follow, qui était là pour aider à stopper l'hémorragie, puis se tourne vers Rudo et le remercie de les avoir tous sauvés. Ceci réglé, le chef de toute l'organisation des nettoyeurs, Corvus, entre et reconnaît les pouvoirs de Rudo, ainsi que sa volonté de risquer sa vie pour les autres. Pour cette raison, il fait de Rudo un nettoyeur officiel et l'invite dans son bureau, non pas pour des trucs louches, mais pour qu'il reçoive son nouvel uniforme et en apprenne plus sur comment remonter du gouffre. Là, Corvus parle à Rudo de la frontière qui sépare la sphère d'en haut du monde d'en bas et ajoute que ceux qui tentent l'ascension meurent généralement vite. Poursuivant ses explications, Corvus dit à Rudo qu'il a entendu parler d'une femme vivant dans le No Man's Land, une décharge comme celle où Rudo est tombé depuis des années, observant simplement les gens aller et venir de la sphère. Il dit ensuite à Rudo, pendant qu'il enfile son uniforme, que s'il trouve une des personnes qu'elle a vues, il pourrait non seulement apprendre à remonter, mais aussi découvrir comment il a survécu à sa chute. Après l'entretien, Rudo tente de partir pour la décharge, mais Engine l'arrête, promet de l'y accompagner un jour quand il aura le temps, et le presse de se reposer. Peu après, alors que Rudo a du mal à dormir, Ryo fait irruption dans sa chambre, le salue et lui fait visiter le bâtiment. Ensuite, Ryo interroge Rudo sur sa vie sociale sur la sphère, mais Rudo lui dit que ce n'était pas folichon car il ne mangeait que du pain et de la soupe. Sur ce, Ryo emmène Rudo dans la chambre d'Engine et lui dit de se jeter sur la pile de bonbons sur la table.
Rudo commence immédiatement à saliver car il n'a jamais mangé de sucreries, seuls les riches pouvant s'en offrir sur la sphère. Dès la première bouchée, le petit frère devient blanc d'excitation et commence à dévorer toute la pile à la vitesse de l'éclair. Ensuite, Engine, Zanka et Ryo l'emmènent dans une petite cour et lui font essayer de transformer des outils en instruments vitaux avec ses gants. Quand Rudo échoue, Zanka se rappelle qu'il aimait réparer les déchets. Alors il sort un tas d'ordures et lui dit d'essayer d'en transformer un objet en instrument vital. Après avoir réussi à transformer ces 3 objets, qui n'étaient que des déchets, en de véritables instruments vitaux et utiles, Rudo se met à saigner du nez. Engine, lui, constate que c'est là sa limite actuelle. Cependant, alors qu'il explique d'autres astuces pour maximiser son instrument vital, Rudo lui demande pourquoi le talisman de gris s'est désintégré après usage. En réponse, Ryo lui dit qu'elle pense que c'est parce que le talisman a senti sa mission de protection accomplie et s'est désintégré en beauté. À cela, Rudo fixe ses gants sous le choc, mais juste après, Ryo évoque l'histoire de la série de gants dont Jabber a parlé et se demande ce que ça signifie. Des heures plus tard, à minuit, Rudo lave les cicatrices de ses avant-bras et retourne dormir, pour voir Ryo se détendre sur son lit en mini-short. Tout en luttant pour rester de marbre, Rudo lui demande comment elle a pu se faufiler dans sa chambre. Quand Ryo lui dit qu'elle est passée par la fenêtre, après l'avoir entendu gémir de douleur, Rudo cache ses avant-bras noircis et lui explique sa blessure, puis elle part. Le lendemain matin, Rudo et Engine se présentent devant Semiu et Corvus pour les informer de leur projet de voyage vers le No Man's Land. Cependant, comme le masque à gaz intégral officiel de nettoyeur de Rudo n'est pas encore prêt, Corvus leur conseille de se concentrer sur d'autres préparatifs importants pour leur voyage, notamment en faisant dessiner un sort de graffiti protecteur sur Rudo pour éviter qu'il ne devienne le prochain repas d'une bête des déchets. Normalement, l'artiste Gob, celui qui jette le sort de graffiti, devrait être par là, mais comme il est déjà retourné dans sa ville, la cité du graffiti, Engine et Rudo devront d'abord s'y rendre pour le rencontrer. Avant de partir, Engine prend le temps de présenter l'équipe qui les accompagnera jusqu'au No Man's Land. En plus de Zanka, Ryo, Gris et Follow, Engine nous présente également 2 nouveaux nettoyeurs issus d'une autre faction. Un colosse sans cervelle nommé Delmon, un sosie de Tanjiro qui s'appelle Tamsi, ainsi qu'un nouveau soutien nommé Tom. Ensuite, Delmon s'avance et hurle des mots de motivation pour booster le moral de l'équipe au moment du départ, et demande aux autres de se joindre à lui. Peu après, ils prennent la route et conduisent pendant plusieurs heures jusqu'à ce qu'ils arrivent enfin à la cité du graffiti. Là, Rudo aperçoit 2 inconnus qui ont du mal à franchir les portes d'entrée, bien qu'elles soient grandes ouvertes, et cela le rend très curieux, surtout quand Engine et les autres passent sans difficulté à travers l'espace libre. Voyant sa confusion, Engine l'encourage à franchir la porte, expliquant que celle-ci ne bloque que les personnes ayant de mauvaises intentions pour la ville, comme ces 2 inconnus. Rudo, étonné, passe finalement. Alors qu'il se dirige pour rencontrer Gob, Engine bouscule accidentellement un jeune garçon nommé Remelin, qui se met à pleurer et s'enfuit en courant. Engine se sent alors terriblement mal d'avoir été si cruel. Alors que les autres se moquent de lui, le maire de la ville surgit d'une ruelle et annonce à Engine, qui s'enquérait de Gob, que celui-ci est mort ce matin. Ensuite, il emmène Engine et son équipe dans la chambre de Gob où repose son corps et explique qu'il est mort de pollution corporelle après avoir passé trop de temps à explorer et dessiner dans le No Man's Land sans masque à gaz, malgré les avertissements. En entendant cela, Rudo s'effondre presque de peur et de colère, car c'est le premier cadavre qu'il voit depuis qu'il est descendu. Le maire dit alors à Engine que Gob avait déjà choisi le successeur de son instrument vital, un pinceau, avant de mourir, puis il présente Remelin au groupe, ignorant qu'ils se sont déjà croisés. Vu le jeune âge de Remelin, le maire craint qu'il ne puisse pas supporter la pression d'être le nouveau propriétaire de l'instrument. Cependant, après s'être remémoré un instant les doux souvenirs qu'il partageait avec l'artiste joyeux qu'était Gob, Remelin, qui était d'abord en plein deuil, essuie soudainement ses larmes, saisit le pinceau de Gob et se précipite sur le toit. Confus, le maire, Engine et Rudo le suivent, pour le voir assis au milieu d'un cercle de bombes de peinture. Pour commémorer l'esprit libre de Gob, Remelin ouvre le pinceau, activant son pouvoir. Puis il dessine un symbole au sol, ce qui active les bombes et les transforme en de magnifiques feux d'artifice qui illuminent le ciel de la ville. Dès que les gens voient ça, une fête commence pour célébrer Gob. Après la fête, Remelin se présente à nouveau à Rudo comme le nouveau lanceur de sorts, discute un peu puis dessine le sort sur le dos de Rudo. Une fois cela réglé, Engine, le maire et les autres, y compris Remelin, se dirigent vers les portes d'entrée de la ville. Là, les 2 idiots de tout à l'heure s'en prennent au maire pour avoir fait d'un petit emmerdeur comme Remelin le nouveau lanceur de sorts au lieu de l'un d'eux. Cependant, le maire leur passe un savon mémorable, leur disant que le titre n'était pas destiné à des idiots assoiffés de pouvoir comme eux, puis il les chasse.
Après la rencontre, Engin et son équipe font leurs adieux au maire et à Remelin et se rendent dans une décharge abandonnée pour que Rudo puisse ramasser des déchets réparables. Ensuite, ils retournent au quartier général et rencontrent l'artiste déjanté qui conçoit le masque intégral de Rudo, Auguste, qui se réjouit d'avoir enfin terminé le projet. Peu après, la sœur d'Auguste, Aïcha, la doctoresse timide, arrive pour supplier son frère d'arrêter d'être une nuisance, mais Rudo et les autres les ignorent et se dirigent vers le quai de chargement pour commencer leur voyage vers le No Man's Land. Là, Engin, Delmon, Tamzi, Rio et Zanka se coupent tout le doigt et frottent leur sang sur le collier ou l'appareil de communication de Rudo afin de pouvoir communiquer avec eux sans avoir besoin de Wi-Fi. Une fois cela réglé, ils prennent la route et conduisent pendant des heures jusqu'à ce qu'ils arrivent à Pento, le désert bordant le No Man's Land. Alors que Tamzi analyse le sable rouge, dont on découvrira plus tard qu'il s'agit de déchets réduits en poussière, une bête de détritus ressemblant à un scorpion s'approche d'eux et Rudo s'en approche, tout équipé, pour la combattre. Après l'avoir abattue, Tamzi commence immédiatement à enregistrer les caractéristiques de la nouvelle bête de détritus, mais pendant qu'elle s'y emploie, plusieurs autres bêtes scorpions surgissent du sol pour l'attaquer. Heureusement, Rio intervient aussi vite que possible et les met tous en pièces. Ensuite, Zanka affronte une bête scorpion plus grande, mais il esquive les attaques de sa queue et la tue en lui poignardant la bouche. Peu de temps après, plusieurs plus petits surgissent soudainement du sol et l'entourent. Cependant, avant qu'il ne puisse blesser Zanka, Engin intervient avec son attaque aérienne ultime, l'Octas Ritter, et les élimine tous en une seule attaque, pour s'apercevoir qu'il en reste un. Voyant cela, Rudo s'avance immédiatement, transforme un clavier usagé en son instrument vital, appuie sur quelques touches au hasard qui se matérialisent en de nombreuses bombes, et terrasse le monstre avec style. Peu après, une fille bizarre, peu vêtue et maquillée comme une Barbie, Amo, s'approche d'eux sans masque et leur demande s'ils sont là pour la voir. Alors que Rudo et les autres restent perplexes quant à sa véritable identité, Rio demande à la jeune fille si c'est elle qui a vu des gens aller et venir de la sphère, et Amo confirme que c'est bien elle. Ensuite, elle commence à tousser à cause de la poussière de déchets et les presse de la suivre jusqu'à la maison d'Amo pour discuter plus longuement. Au lieu de la contrôler, Engin et les autres sous-estiment son corps frêle et la suivent jusqu'à une tour dans le désert. À leur arrivée, Amo leur fait enlever leurs masques intégraux, puis les conduit en haut d'un escalier vers une pièce jonchée d'objets de filles. Là, elle leur demande d'expliquer pourquoi ils sont là, mais alors que Rudo essaie de lui dire, elle lui coupe la parole et leur dit qu'elle aimerait chevaucher l'engin de 20 cm de Delmon parce qu'il a l'air gros. Alors que les autres sont perplexes, Engin lui demande si se taper Delmon est son prix pour leur donner des infos sur l'ascension de la sphère. Cependant, au lieu de répondre, Amo commence à péter les plombs et à s'agiter comme un Pennywise au rabais et les accuse d'essayer de l'utiliser. En entendant cela, Engin dit immédiatement à la jeune fille qu'il l'aime bien, mais elle démasque facilement son mensonge et active son instrument vital sur le champ. Rudo reconnaît que le symbole sur ses vêtements est le même que celui sur ses gants. Mais avant qu'il ne puisse parler, Amo prend le contrôle du cerveau réfractaire à la logique de Delmon et lui fait tirer une balle dans la tête d'Engin avec son pistolet à eau. Pendant qu'Engin gît inconscient sur le sol, Rudo s'en prend violemment à Amo, exigeant de savoir ce qu'elle est réellement. Mais à sa surprise et à celle de tous, Amo continue de parler normalement comme si elle n'avait pas tué de sang-froid. Finalement, Zanka comprend son délire et l'insulte copieusement pour être une folle aussi dégoûtante. Une fois qu'il a fini de parler, il active l'anima de son bâton. Mais avant qu'il n'attaque, Amo pleure et accuse Zanka d'être méchant sans raison, puis ordonne à Delmon de l'attaquer. Après avoir esquivé le premier coup, Zanka tente de rappeler à Delmon où se trouve sa loyauté. Mais comme Delmon a déjà le syndrome de Will Smith, il se place devant Amo et jure de la protéger au péril de sa vie. Alors que la tension monte, Tamzi dit à Gris et aux autres qu'Amo ne contrôle pas Delmon, c'est juste un énorme canard. Pendant que les autres essaient de comprendre, Amo s'accroche à Delmon, lui fait activer son instrument vital, un pistolet à eau, et continue de jacasser sur ses envies. Pendant ce temps, Rudo commence à paniquer et à halluciner, craignant que sa malchance extrême ne soit pour beaucoup dans ce qui leur arrive. Heureusement, au moment où Delmon tire avec son pistolet à eau, Tamzi le tire sur le côté et prévient Zanka d'éviter absolument d'être touché, car l'arme infuse une molécule d'eau très spéciale dans sa cible, la faisant gonfler jusqu'à ce qu'elle éclate. Malgré l'avertissement de Tamzi, Rio s'avance imprudemment vers Delmon et Amo, ignorant Zanka qui lui dit de se calmer d'abord. Dès qu'elle est distraite, Delmon règle la buse de son pistolet à eau surpuissant et lui envoie un énorme jet d'eau. Après l'esquive de Rio, Amo continue son délire, et Tamzi prend des nouvelles de Rudo, qui panique et hallucine toujours. Du point de vue de Rudo, il est de retour sur la sphère et est entouré par les gardes qui l'ont arrêté plus tôt.
Alors qu'il peine à comprendre, Amo apparaît dans son subconscient sous les traits de Chiwa et lui dit qu'elle utilise une odeur nostalgique pour manipuler ses souvenirs et altérer sa réalité afin qu'il la prenne pour Chiwa et devienne sa marionnette. En un rien de temps, Rudo voit Chiwa tenant joyeusement la poupée lapin qu'il lui a offerte et s'emporte contre elle pour l'avoir abandonnée, lui et la poupée, oubliant qu'il est toujours dans le monde du gouffre. Quand Zanka et Tamsi le remarquent, Amo tape du pied, libérant une brume violette et leur dit qu'ils ne peuvent tomber sous son genjutsu que s'ils inhalent la poussière. À ce moment-là, elle réalise qu'elle s'est trahie, mais il est trop tard, car Zanka et Tamsi la remercient pour l'info et mettent leur masque à gaz pour éviter d'inhaler la brume. Malheureusement, alors qu'il s'approche d'Amo pour l'éliminer, elle sature l'esprit de Rudo de dopamine pour qu'il la voie comme Chiwa. Puis elle le force à attaquer Zanka et Tamsi pour la sauver. Après avoir survécu, Zanka et Tamsi pensent à réessayer, mais Ryo et Follow tombent sous le sort d'Amo, les entourent et se jettent sur eux. Sentant le danger, Tamsi active son instrument vital, un bâton et un fuseau à cordes, et s'en sert pour les immobiliser tous d'un coup dans une toile de corde. Quand Delmon et les autres tentent de se libérer, ils manipulent le motif des liens et non seulement les enroulent en une boule de corde, mais capturent aussi Amo. Après cela, il ordonne à Amo de libérer Delmon et les autres. Mais au lieu de ça, elle appelle à l'aide, forçant Delmon, Rudo, Ryo et les autres coincés dans le fuseau de Tamsi à se débattre encore plus pour se libérer de ses entraves. Voyant cela, Tamsi se lasse de ses bêtises. Il frappe le sol de son bâton, change le fuseau en foreuse rapide, fend le sol et l'envoie s'écraser au sous-sol de la tour avec Delmon et les autres toujours piégés. Après le crash, Zanka découvre Delmon et les autres, qui saignent abondamment. Alors qu'il descend avec Tamsi pour évaluer l'étendue des dégâts, il s'emporte violemment contre Tamsi, l'accusant d'avoir assassiné leurs amis. Confus, Tamsi rappelle à Zanka le sort de protection que Remli a lancé sur eux avant qu'ils ne commencent ce voyage, ce qui laisse Zanka sous le choc. À ce moment, Rudo et les autres, dont Enjin, redeviennent normaux et retirent les bottes d'Amo, la rendant impuissante. Au même moment, Corvus voit Simyu à son bureau, inquiète devant le dossier de Rudo. Il lui donne une sucette et la presse de dire ce qu'elle a vu en Rudo la première fois. Pendant ces explications, les pouvoirs d'Amo s'estompent, car Enjin a une de ses bottes, laissant Delmon, Rudo, Ryo et les autres face à la dure réalité après leurs souvenirs heureux. Une fois leurs esprits retrouvés, Enjin demande à tout le monde de mettre son masque à gaz. Puis il rend sa botte à Amo. Une fois qu'elle l'a enfilée, Amo se remet à faire une crise, comme une gamine capricieuse, et elle accuse tout le monde de la maltraiter. Lassé de ses plaintes, Rudo retire son masque à gaz, s'approche d'elle et la roue de coups. Au même moment, Simyu révèle à Corvus qu'elle a vu une rage catastrophique, ou plutôt une malédiction, grandir en Rudo. Choqué, Enjin et Gris l'écartent et le traitent de misogyne pour avoir frappé une fille. Rudo insiste sur l'égalité des coups, mais Enjin demande comment l'interroger maintenant qu'elle est inconsciente. Rudo se fige alors. Voyant cela, Enjin emmène Rudo à l'écart pour discuter pendant que Gris et les autres soignent Amo. Là, Enjin explique gentiment à Rudo qu'il a vraiment un tempérament bien trop impulsif, et Rudo craque immédiatement, réalisant ainsi que tous les efforts qu'il pensait avoir faits pour maîtriser sa colère, tout ça n'a absolument servi à rien. Compatissant, Enjin lui cite quelques défauts et rassure Rudo sur ses progrès lents mais constants. Quelques instants plus tard, Amo se réveille et discute un peu avec Tom, comparant sa propre douceur à celle de sa mère. Puis elle mentionne accidentellement avoir vu un ange qui passait entre la sphère et le sol, ce qui éveille immédiatement la curiosité du groupe. Pour s'expliquer davantage, Amo leur raconte une partie de son passé. Étant donné son innocence à l'époque, sa mère indigne l'a vendu à un trafiquant louche après l'avoir convaincu que cet homme l'aimerait bien plus qu'elle avant de l'abandonner pour aller chercher du lait. Ensuite, le trafiquant a emmené la petite Amo dans la tour où elle vit et a commencé à abuser d'elle 3 fois par jour. Des années plus tard, en regardant les beaux vêtements qu'il lui offrait, Amo, devenue grande, l'a interrogé sur son métier. En avouant qu'il est un trafiquant, cette ordure inutile s'effondre, en criant que tout le monde le déteste, et ensuite, il supplie Amo de le laisser de nouveau abuser d'elle. Cette fois, Amo lui dit qu'elle a des papillons dans le ventre à chaque fois qu'ils le font, mais le trafiquant la convainc qu'elle est tombée amoureuse de lui, ce qui marche, puis il continue de profiter d'elle. Après leur activité, 2 hommes masqués, dont l'un portait le même masque que l'assassin qui a tué Recto, font irruption dans leur chambre et s'approchent d'Amo. Voyant cela, le trafiquant frappe le sol avec son instrument vital, ses bottes, pour les effrayer, mais ils l'assomment facilement, lui prennent les bottes et les donnent à Amo, affirmant que la série lui va mieux. Après cela, l'homme masqué familier prend son partenaire, déploie ses ailes d'or éclatantes, fait ses adieux à Amo et s'envole dans le ciel sous le regard émerveillé d'Amo depuis la fenêtre.
Alors qu'ils disparaissent à l'horizon, le trafiquant se réveille, furieux, s'approche d'elle, la plaque contre le mur et commence à lui écraser la tête avec son pied, exigeant qu'Amo lui rende ses bottes. Pendant qu'il s'acharne, Amo se lie aux bottes et hérite de leur pouvoir. Dès que le trafiquant voit ça, il se met à brailler, mais Amo lui parle doucement et le supplie de lui laisser les bottes, affirmant qu'elles comblent le vide dans son cœur. Entendant cela, le trafiquant l'ignore et tente de récupérer ses bottes une fois de plus. Cependant, Amo perd son sang-froid et commence à péter les plombs. En représailles, le trafiquant perd aussi les pédales et commence à se battre, mais dans la lutte, Amo mord l'ordure, passe derrière lui, le pousse par la fenêtre et le regarde s'écraser au sol. L'homme mort, Amo devient folle en comprenant pourquoi sa mère l'a vraiment vendu et commence à se consoler tant bien que mal avec ses nouvelles bottes. À ce stade de l'histoire, Amo s'arrête et dessine le masque de l'ange sur le sol pendant que Gris et les autres compatissent avec elle. Ryo et Engine interrogent ensuite Amo pour obtenir plus d'infos sur l'ange. Alors qu'Amo donne des réponses vagues, Rudo reconnaît le motif sur le masque qu'elle dessinait et réalise que l'ange de son histoire est le meurtrier de Recto. Il perd discrètement son calme, mais alors qu'il jure de se venger, Amo reconnaît sa douleur, la compare à la sienne et pleure sur sa vie gâchée et solitaire. Pris de pitié, Rudo lui tend alors la main pour qu'ils puissent apprendre ensemble à créer de solides liens humains, et Amo, bien sûr, accepte son aide. Ensuite, il lui fait ses adieux et retourne au quartier général avec Engine et les autres. Peu de temps après leur départ, Jabber arrive à la tour, il s'en prend violemment à la pauvre Amo et lui dérobe quelque chose. Quelques heures plus tard, Engine emmène son équipe à la clinique du Docteur Fu pour faire soigner leurs blessures avant de rentrer au quartier général. Là, il découvre le docteur en train de torturer un patient, le traitant de mauviette. Après l'avoir vu le renvoyer sans ménagement, Rudo est pris d'une peur panique, surtout quand il apprend que cette vieille sorcière était autrefois une brillante génie de la médecine, prénommée Alice. Peu après, son petit-fils Auguste déboule par la porte arrière, se plaignant que ses bonbons sont nuls. Mais Aishia, sa sœur, le serre dans ses bras et le supplie d'arrêter d'être un tel abruti bruyant. Peu après, Alice et sa petite-fille, Aishia, soignent les blessures de l'équipe d'Engine, mais à peine ont-elles terminé qu'Aishia demande à son frère, un peu bruyant, de les ramener au QG sur sa moto pour éviter de se retrouver coincés dans la tempête d'ordures imminente. Le lendemain, en rentrant chez eux, la tempête de déchets commence, alors Engine gare vite leur voiture sous un abri pour éviter qu'ils ne soient écrasés par les débris. Pendant qu'ils attendent, Engine explique à Rudo, confus, que la tempête de déchets est généralement causée par le mouvement de la sphère. Vu sa nature chaotique, Engine dit que beaucoup meurent à cause des débris, ce qui est fâcheux, mais chaque fois qu'il tente de remonter le gouffre pour se venger de la sphère, il meurt. En entendant cela, les autres deviennent curieux et demandent à Rudo s'il se souvient de ce qu'il a vu pendant sa chute qui lui a permis de survivre. Rudo commence à fouiller ses souvenirs pour se rappeler l'étrange anomalie vue lors de sa chute, mais avant cela, Engine reçoit un appel de Simiu sur les ondes, ce qui le distrait. Après avoir décroché, Engine apprend que des maraudeurs causent des nuisances dans la cour du quartier général, alors il entre par l'arrière à leur arrivée. Alors qu'ils vont au quai de chargement, les maraudeurs tirent une bombe sur le bâtiment et exigent que les nettoyeurs leur livrent Rudo, l'habitant de la sphère qu'ils cachent. Irritée, Simiu insulte ces idiots sans cervelle un moment, puis elle sort et défie ces imbéciles de lui tirer dessus. Presque aussitôt, un idiot en colère lui tire dessus au lance-roquettes, mais Simiu utilise sa vision cinétique pour ralentir le temps, esquive la roquette, l'attrape et la leur renvoie. Juste après, ils ouvrent un feu nourri sur elle, mais Simiu esquive les balles comme Wonder Woman, surgit devant eux et les assomme tous en un clin d'œil. Après cette épreuve, Engine et son équipe se rendent à leur restaurant habituel pour festoyer et se détendre le reste de la journée. Pendant que les autres mangent, Rudo s'emporte et demande pourquoi ils font la fête alors que leur base vient d'être attaquée. En réponse, Engine, Zanka et Gris lui disent que la nourriture et la camaraderie les préparent pour la prochaine attaque ou le prochain combat. De plus, les protecteurs comme Simiu, Aisha et les autres à la base les protégeraient certainement du danger le moment venu. Pendant qu'ils mangent, 3 membres de leur base, une fille costumée nommée Gita, un petit garçon avec une tétine nommée Santa et leur superviseur, Bro, débarquent et se présentent à Rudo comme ses fans. Pendant ce temps, Gita prononce une information classifiée. Engine l'avertit aussitôt de garder le silence, sous prétexte que les pilleurs les écoutent. Ils transmettent ensuite des informations à des étrangers dans les bars pour tester les défenses de leur base sans avoir à se salir les mains. En entendant cela, Gita arrête de jacasser et continue de harceler Rudo, le forçant à s'isoler dans une autre partie du restaurant pour être tranquille. Pendant qu'il se plaint, l'homme étrange déguisé assis à côté de lui l'entend et, avec son partenaire, commence soudainement à discuter avec Rudo. Une fois fini, l'homme lui montre les bottes d'Amo, ce qui l'alerte immédiatement.
Puis il retire son déguisement, attrape Rudo par le cou et révèle qu'il est le chef des pilleurs, Zodil. À cet instant précis, Rudo, Engine et tous les autres se précipitent sur lui, mais alors qu'ils s'apprêtent à l'atteindre, le partenaire de Zodil, Chthoni, ouvre un portail sous la forme d'une bouche d'égout et les aspire tous, à l'exception des supporters, dans une sorte de grotte souterraine du réseau d'égouts. Alors qu'ils peinent à comprendre où ils sont, Zodil et son équipe s'approchent d'eux et les défient dans une bagarre générale. Après un court silence, Rudo exige de Zodil qu'il lui révèle l'emplacement d'Amo, mais Zodil, l'ignorant complètement, les maintient occupés par des conversations futiles, tout en veillant à ce qu'Engine et son équipe soient positionnés directement sous une série de grands tuyaux d'évacuation suspendus. Peu après, une coulée de déchets due à la tempête récente dévale les tuyaux, emportant Engine et les autres, mais Zodil attrape Rudo au dernier moment pour éviter qu'il ne soit lui aussi emporté. Après la coulée, Zodil fait en sorte que Jabber, Chthoni et le reste de son équipe se téléportent vers chaque membre de l'équipe d'Engine, là où ils ont atterri pour les affronter en duel et les occuper. Pendant ce temps, il s'approche de Rudo et lui demande de s'allier à lui pour qu'ils puissent faire tomber la sphère ensemble. En entendant cela, Rudo a des hallucinations, voyant un carnage et une destruction totale sur la sphère, mais dès qu'il reprend ses esprits, Zodil lui dit qu'il vient d'avoir la même vision. Choqué, Rudo change de sujet et continue d'exiger de savoir ce qu'il a fait à Amo. Mais comme Zodil est un expert en baratin, il tient Rudo captif par ses paroles et le force à lui donner une réponse. Comme Rudo ne cède toujours pas, il change de tactique et lui demande pourquoi il a rejoint les nettoyeurs. Quand Rudo lui dit que c'était pour retourner sur la sphère, Zodil lui assure que les nettoyeurs ne l'aideront jamais et qu'ils ne le tolèrent que parce qu'ils ont besoin de son pouvoir. Alors que Rudo est sous le choc, l'un des pillards de Zodil, Nowhere Day, se téléporte là où Rio a atterri et engage une petite discussion avec elle. Pendant ce temps, Jabber apparaît là où Zanka a atterri, ses deux griffes déjà sorties, et se jette sur lui. Sentant le danger, Zanka déploie sa force, bloque l'attaque initiale et entame un combat acharné contre Jabber. À un moment donné, Jabber, en plein délire, se retire du combat après avoir entendu un gargouillis provenant d'un bac en pierre rempli d'un liquide verdâtre et touche une bulle du revers de sa main gauche. En une fraction de seconde, le liquide lui brûle la main, le faisant hurler de douleur. Cependant, Jabber récupère, absorbe une partie du liquide hautement corrosif dans ses griffes gauches et projette plusieurs gouttes vers Zanka qui ne les esquive même pas. Choqué, Jabber demande pourquoi il n'a pas esquivé, mais Zanka l'ignore et renverse le bac sur Jabber, l'écrasant et le baignant dans l'acide vert. À peu près au même moment, Nowhere Day active son instrument vital, son peigne, et se le passe dans les cheveux tout en jacassant. Peu après, Rio insuffle de l'anima dans ses ciseaux, se jette sur Nowhere Day qui esquive aussitôt et lui coupe le bas de sa longue chevelure. Ensuite, Rio se jette à nouveau sur Nowhere Day, espérant lui couper plus de cheveux, mais cette fois, Nowhere Day ne bouge pas. De retour vers Zanka, celui-ci sait que Jabber n'est pas mort, mais alors qu'il lui hurle de sortir de sous le bac, Jabber surgit sous sa forme la plus puissante et encourage Zanka à se donner à fond. Pendant que Zanka y réfléchit, Rio se retrouve soudain au sol, le corps secoué de spasmes de douleur et se demande ce qui lui arrive. Finalement, Nowhere Day lui dit qu'elle a été électrocutée dès que ses ciseaux en métal ont touché ses cheveux, déclenchant l'électricité statique accumulée en les peignant pendant bien trop longtemps. À peu près au même moment, Bro et Santa sont là où ils ont atterri, en train de discuter tranquillement alors que leur ennemi, Bundas, se tient devant eux. Après avoir vu Bro paniquer complètement à l'idée que Santa ait manqué l'heure du coucher, Bundas prend la parole. Il fait l'éloge du dévouement de Bro pour le bien-être de Santa, et ils passent ensuite quelques minutes à discuter tranquillement comme de vieux amis. Peu après, Bro se rappelle que Bundas est toujours son ennemi. Alors il abrège la discussion, félicite Bundas d'être cool contrairement aux autres et lui demande son histoire. Quand Bundas leur dit qu'il ne cherche pas vraiment la bagarre, Bro demande alors s'ils peuvent simplement s'en passer. Tout en activant son instrument vital, qui libère plusieurs petites créatures en forme de main, Bundas dit à Bro et Santa qu'ils cherchent des infos, pas le combat, puis leur propose un marché. Il leur dit que s'ils lui donnent les informations qu'il veut personnellement, il leur dira ce qui leur arrivera s'ils perdent. Alors que Bro et Santa restent silencieux, Bundas leur demande de lui dire qui est vraiment le chef des nettoyeurs, Corvus. Pendant ce temps, Simiyu se précipite dans le bureau de Corvus au QG, l'informe de la situation de l'équipe d'Engine et lui demande d'allouer du personnel pour les chercher. En entendant cela, Corvus reste zen, mais Simiyu s'emporte et le presse de prendre ça au sérieux, alors Corvus décide de contacter son informateur. De retour dans la cage des égouts, Bro pose quelques questions à Bundas pour s'assurer que les réponses qu'il donnera sur leur patron ne parviendront pas à Zodil et aux autres. Une fois que Bundas jure sur sa mère de ne pas cafeter, Bro lui dit d'y aller et Bundas commence par poser à Bro un tas de questions très banales.
Confus et stressé, Bro fait de son mieux pour répondre, mais quand Bundas commence à l'interroger sur l'instrument vital et le passe-temps de Corvus, le pauvre Bro panique et tombe à genoux. Finalement, Bundas arrête ses questions et remplit sa part du marché en disant à Bro qu'ils seront donnés en pâture à leurs bêtes de décharge s'ils perdent ici. Jabber devient fou, suppliant Zanka de libérer toute sa puissance. Zodil continue de manipuler Rudo avec son baratin, tout ça pour le convaincre de travailler avec lui. Finalement, Rudo craque et dit à Zodil d'arrêter de faire semblant d'être quelqu'un de bien, mais Zodil refuse, puis lui parle du système corrompu sur la sphère, affirmant qu'ils doivent choquer tout le système pour le détruire et mange un cafard vivant, laissant Rudo sous le choc. À quelques mètres de là, Jabber se jette sur Zanka avec ses griffes améliorées, mais Zanka ne cesse de reculer et d'esquiver chaque attaque suivante. Peu après, Jabber crée un écran de fumée pour aveugler Zanka et l'attaque de l'intérieur. À sa surprise, Zanka ne se contente pas de parer toutes ses attaques surprises, il bloque et esquive aussi son attaque spéciale tourbillon. À un moment, Jabber envoie Zanka au tapis d'un coup de pied, puis l'assaille d'un déluge de coups de griffes toxiques. Pourtant, au dernier moment, Zanka mord la griffe de Jabber pour ne pas être blessé, ramasse son bâton, en frappe le flanc de Jabber, lui brisant les côtes et l'expédie au loin d'un coup de poing. Quand Jabber se relève, Zanka fonce sur lui avec une série d'attaques et lui met un coup de pied au visage. Malheureusement, dès qu'il baisse sa garde, Jabber entaille le tibia gauche de Zanka avec sa griffe gauche, le jetant au sol de douleur, puis le poignarde au ventre, l'infectant avec une neurotoxine. Zanka meurt lentement, sa vie défile devant ses yeux et il commence à revivre sa jeunesse. Il s'avère que le petit Zanka est né dans une famille de combattants d'élite et était le meilleur élève de son académie d'arts martiaux. À l'époque, ses camarades l'adulaient et parfois même le détestaient, non seulement parce qu'il était trop doué au combat et en défense, mais aussi parce qu'il était un vrai tombeur. Zanka était conscient de l'attention qu'il suscitait, et bien qu'il faisait semblant d'apprécier cela devant ses camarades, au fond, il savait qu'il n'était qu'un artiste martial médiocre qui s'entraînait et étudiait d'arrache-pied chaque jour. Hélas, ses jours de gloire prirent fin brusquement quand son professeur présenta une impressionnante nouvelle élève nommée Yo à la classe pour l'aider à perfectionner ses compétences déjà redoutables. Dès que Zanka a croisé le regard de Yo, il a compris qu'elle était une combattante née et qu'il n'avait aucune chance contre elle. Plus tard, cet après-midi-là, elle lui a donné raison en battant tous les élèves de la classe pendant l'entraînement, y compris Zanka lui-même. Comme prévu, le professeur l'a couverte d'éloges à l'infini, mais Io n'a rien dit et est resté dans son coin. Après l'entraînement ce jour-là, les autres élèves ont commencé à se chercher des excuses, comme les perdants pathétiques qu'ils sont. Zanka, quant à lui, a fait semblant d'accepter sa défaite avec fierté, puis est allé vers un lavabo dans un coin, s'est mordu et s'est cogné la tête contre le mur en se rappelant comment Io l'avait surclassé lors de leur duel. Pendant qu'il y était, Io est apparu pour se laver les mains, mais Zanka a vite essuyé le sang et s'est mise à la féliciter, l'appelant la meilleure élève. À sa surprise, Io lui a dit qu'elle se moquait d'être la meilleure élève, car cela ne donnerait aucun sens à sa vie, ce qui a laissé Zanka si stupéfait qu'il s'est figé. Le lendemain à l'école, Zanka se sentait comme une moins que rien pour avoir été battue 2 fois par la même fille, mais juste à ce moment, son professeur est arrivé avec diverses armes et a dit aux élèves de choisir celles qu'ils connaissaient. Après avoir bien regardé les armes, Zanka a choisi un bâton en forme de lance-pierre, pour se rendre compte ensuite qu'il venait de commettre une énorme erreur. 3 jours plus tard, 2 passants déguisés l'ont trouvé en train de traîner dans un puits sec et ont essayé de comprendre pourquoi il était si déprimé. Zanka leur a dit que c'était parce qu'il avait choisi l'arme la plus moche sur la table, pensant que Io ferait de même pour avoir l'air cool. Mais malheureusement, Io a choisi une magnifique épée et a fait de lui la risée de tous. Après avoir dit cela, Zanka a ri de lui-même et s'est dénigré pour avoir pensé qu'il pourrait un jour surpasser un talent naturel comme Io. Mais le voyageur lui a dit que le travail acharné peut battre le talent s'il se dépasse assez à retirer son déguisement pour se révéler être Engine, puis est parti avec son partenaire. À ce stade du souvenir, Zanka revient à la réalité, se lève et se prépare au combat. Malheureusement, il s'avère qu'il hallucinait simplement, et que dans le monde réel, il est toujours paralysé au sol. Jabber, qui voit cela, se met immédiatement à danser lorsqu'il réalise que sa neurotoxine rend Zanka fou. Alors qu'il tourne autour de Zanka en exprimant sa déception face au combat, Zanka se met à ricaner comme un déséquilibré et Jabber se joint à lui. Pendant ce temps, Gita sort d'un tuyau d'évacuation et court vers une lueur rouge tamisée à proximité. Et elle est choquée de voir plusieurs mains coupées, tenant des armes et dépassant de ce qui semble être un cœur de monstre brillant, sans savoir que Jabber traîne déjà Zanka vers ce même endroit. Juste avant tout cela, Nowhere Day attaque à nouveau Rio avec ses cheveux électriques crépitants, mais Rio dissipe l'électricité en tournant très vite et en l'englobant dans une petite rafale de vent.
Bien qu'impressionné, Nowhere se recoiffe pour redonner à ses cheveux leur état électrique. Cependant, avant qu'elle ne puisse attaquer, Rio s'enfuit et se cache pour tester quelque chose. Pensant qu'elle battait en retraite, Nowhere s'énerve et commence à perdre son sang-froid. Mais quand le compte à rebours de Rio tombe à 0 et que les cheveux de Nowhere s'éteignent, Rio tombe du plafond pour l'attaquer par derrière. Mais Nowhere esquive et contre avec un violent coup de coude qui projette Rio au loin en lui faisant cracher du sang. Après cela, Nowhere s'en prend à Rio pour l'avoir sous-estimé, puis explique que l'électricité statique de ses cheveux a une limite de temps d'environ 1 minute ou 2. Ravi de l'apprendre, Rio se relève avec ses ciseaux vitaux activés, mais Nowhere se transforme aussitôt en Chun-Li de Temu, engage Rio au corps à corps et finit par la faire reculer. Après avoir esquivé quelques attaques, Rio désactive ses ciseaux, les range et continue de combattre Nowhere à main nue. Pendant les quelques minutes qui suivent, le duo va s'affronter avec acharnement, se jetant l'un sur l'autre comme deux personnages de Tekken pris dans un combo infini, se rouant des coups en plein visage sans le moindre souci. À un moment donné, Nowhere recharge ses cheveux et attaque Rio. Cependant, Rio réactive aussitôt ses ciseaux. Elle contre l'attaque, les range et elle continue de se frapper, de s'esquiver et de se percuter mutuellement jusqu'à ce que Rio se mette à cracher de très grandes quantités de sang. À ce moment-là, Rio demande à Nowhere si elle est sûre que personne ne peut les entendre. Dès que Nowhere la rassure sur le fait qu'elles sont seules, Rio sort son arme, surprenant Nowhere et lui tire dessus 2 fois. Quelques secondes plus tard, alors que Nowhere gît au sol en sang, Rio la surplombe et vise sa tête mais refuse de tirer car Engine et les autres lui ont fait promettre de ne plus tuer personne. Sur ce, Rio approche son visage dangereusement près de celui de Nowhere révèle qu'elle était une assassine, l'avertit de garder le secret puis exige qu'elle lui dise comment trouver les autres. Après que Nowhere lui a donné l'info, Rio traverse les égouts en pensant à tous les merveilleux souvenirs qu'elle a partagés avec Rudo et les autres. 30 minutes plus tard, elle trouve Jabber essayant d'entraîner Zanka, alors elle vide son chargeur sur lui et met Zanka en sécurité. Pendant ce temps, Chtoni surgit d'un portail derrière Zodil et l'informe de la situation actuelle des combats des autres pilleurs. À ce moment, Zodil réalise qu'il a trop bavardé, alors il demande à Chtoni d'envoyer Rudo vers le cœur brillant du monstre et lui demande une dernière fois sa réponse à sa requête. Alors que Rudo continue de l'insulter, Zodil marche calmement vers le cœur du monstre et lui offre les bottes d'Amo. Alors que le monstre absorbe les bottes, Zodil dit à Rudo qu'il a essayé de recréer ce qu'il appelle la série Watchmen, en utilisant les gants de Rudo, son manteau et les bottes d'Amo, car les objets de cette série existent depuis bien plus longtemps et sont bien plus puissants que tout autre instrument vital. À travers ses échecs, Zodil explique à Rudo qu'il a fini par découvrir une nouvelle technique pour créer des bêtes de détritus domestiques alimentées par des instruments vitaux, tout comme celles que Rudo et Rio ont affrontées il y a peu. Alors que Rudo recule sous le choc, Zodil le regarde et révèle qu'ils s'envoleront tous vers la sphère à bord de la bête de détritus qui se développe actuellement dans le noyau de monstres incandescents derrière lui. En entendant cela, Rudo se replonge de manière inédite dans ses souvenirs. Il se souvient d'un cauchemar qu'il a fait plus jeune où les gens le dénigraient parce qu'il était le fils d'un tueur en série et le comparaient à son père. Comme il ne portait pas ses gants à l'époque, le cauchemar a réveillé la douleur de sa blessure à l'avant-bras, le forçant à se réveiller avec une forte fièvre. Dès que Recto s'en est aperçu, il a immédiatement soigné sa fièvre, et lui a donné à manger pour le calmer. Plusieurs mois plus tard, en plein hiver, Recto a donné au jeune Rudo les mêmes gants qu'il porte aujourd'hui. Cependant, maintenant que Rudo sait qu'ils font partie d'une série, il se demande comment Recto les a obtenus alors que certains n'existaient que sur le sol. Voyant sa confusion, Zodil s'inquiète du fait que Rudo, ignorant tout des instruments vitaux avant d'arriver ici, porte en fait une pièce de la série supérieure Watchman. Pour bien l'éclairer, il dit à Rudo que la série Watchman a été créée et utilisée par une seule personne comme des instruments vitaux surpuissants et que quiconque les utilise à fond doit être un peu fou. À ces mots, Rudo commence à repenser aux décisions de sa vie. Mais juste après, Zodil insuffle de l'anima dans son manteau Watchman, expulse une énorme aura violette et, tout en injectant ce pouvoir dans le cœur du monstre, dit à Rudo qu'il a d'abord tenté de créer un nouvel élément Watchman, mais a échoué. Finalement, ces échecs l'ont conduit à créer une imitation de bête de détritus, en utilisant son essai raté de la série Watchman comme noyau et à la faire évoluer grâce aux offrandes d'autres instruments vitaux. Alors que son pouvoir déborde et provoque d'énormes rafales de vent, Zodil dit à Rudo qu'ils vont chevaucher l'imitation de bête de détritus à travers la frontière et abattre la sphère une fois là-haut. À ce moment-là, Gita, qui se cachait et écoutait Zodil depuis le début, s'écrie soudain, excité de découvrir qu'ils sont à l'intérieur d'une bête de détritus.
Pendant que Rudo réagit, un violent tremblement de terre secoue tout le réseau de grottes des égouts pendant quelques secondes, effrayant Engine et son timide adversaire Fu. Mais une fois que ça s'arrête, Engine quitte Fu sans se retourner. Craignant que Zodil ne le tue pour ne pas s'être battu, Fu supplie Engine de le frapper en premier, mais Engine répond qu'il ne le ferait que si Fu lui disait comment sortir de là. Sans hésiter, Fu lui dit de frapper fort le mur avec son instrument vital pour sortir, puis révèle qu'ils sont à l'intérieur d'une bête de détritus, laissant Engine sous le choc. Le temps que Bro et Santa apprennent la situation par Bundas, eux, Engine et Gita montent tous en puissance alors que le monstre de déchets s'apprête à s'envoler pour commencer le nettoyage. Alors que Bundas s'approche d'eux, Bro lance Santa vers le mur pour qu'il puisse y percer un trou avec son instrument vital. Au début, Santa rate complètement son coup. Cependant, juste au moment où Bundas conseille à Bro de l'arrêter, Bro le capture avec son instrument vital, une bande de tissu, et lui dit de regarder. Bientôt, des fissures apparaissent là où Santa a frappé, révélant que ses coups deviennent en fait plus forts à mesure qu'il frappe quelque chose. Et avant que Bundas ne s'en rende compte, Santa perce un grand trou dans le mur. Voyant cela, Bundas ricane et félicite Santa d'avoir vidé le mur de son énergie avec sa tétine. Alors, il active son instrument vital, qui est en fait un ensemble de bras prothétiques flottants. Il jure d'arrêter la croissance de Santa et parvient à se libérer de l'emprise de Bro. Cependant, au moment même où le combat est sur le point de commencer, le sol sur lequel ils se tiennent s'incline soudainement de 90 degrés vers la gauche. La gigantesque bête de déchets déploie ses ailes et s'envole à travers le typhon de débris, ce qui précipite Bundas, Santa et Bro en chute libre vers la partie inférieure de cette énorme créature. Pendant la longue chute, Bro attrape Santa avec son tissu, le serre fort et jure de le sortir de là sain et sauf, mais Bundas leur dit qu'il ne les laissera pas partir sans se battre. Heureusement, juste au moment où Bundas s'apprête à les attaquer, une énorme voiture leur tombe dessus, les serrant comme des sardines à l'intérieur. Grâce à cela, Bro et Bundas font équipe pour diriger la voiture loin des débris qui tombent. Mais quand ça ne marche pas, ils atterrissent sur la paroi du trou et continuent de zigzaguer pour éviter de s'écraser dans les crevasses. Après seulement quelques minutes, le volant finit par être détruit et Santa est éjecté de la voiture sous la force de l'impact. Bien que Bundas le rattrape, la voiture continue de tomber de façon erratique jusqu'à ce qu'il déploie 4 de ses bras prothétiques pour dégager les débris. Pendant ce temps, il repère un tuyau d'évacuation sortant du mur et dit à Bro d'y arriver à temps. Peu après, Bro repère un petit poteau métallique juste à côté. Ni une ni deux, il enroule son instrument vital autour et réussit à diriger la voiture dans le tuyau d'évacuation, seulement pour y trouver Engine et Fu qui se reposent tranquillement. Après les politesses, Bundas demande à Fu pourquoi il n'a pas encore vaincu Engine. Après les explications de Fu, Bro explique à Engine ce qui se passe réellement et l'exhorte à les rejoindre pour trouver une issue avant qu'ils ne meurent tous. Alors qu'ils cherchent une sortie, la radio au cou de Santa sonne enfin avec un appel de Semiu. Engine répond, l'informe de la situation et se fait sévèrement réprimander pour avoir laissé Rudo se faire enlever. Ensuite, Semiu demande des nouvelles de Zanka et Ryo, affirmant qu'elle n'arrive pas à les joindre. Et presque immédiatement, Engine réalise que quelque chose ne va pas, alors il décide de partir à leur recherche sans communication. Satisfaite de sa réponse, Semiu s'en remet à Engine, lui dit que des renforts sont en route vers leur position et les exhorte à tenir bon. Pendant ce temps, Zodil explique à Rudo qu'il a modifié la bête de déchets dans laquelle ils sont piégés pour chevaucher les vents du typhon de déchets afin d'atteindre la sphère. En entendant cela et en réalisant qu'il a une chance de retourner à la sphère s'il suit Zodil, Rudo remet en question sa loyauté envers les nettoyeurs pendant un moment. Après réflexion, il finit par s'exprimer, reconnaît que Zodil est un homme intelligent, mais choisit finalement de rester avec les nettoyeurs, car ils sont les seuls à l'avoir traité comme un être humain, et non comme le fils d'un meurtrier. Cela dit, Rudo saute de la corniche où il était suspendu. Mais alors qu'il tombe, Zodil le suit avec son instrument vital activé, le saisit à la gorge en plein vol et jure de lui faire regretter d'avoir choisi les nettoyeurs plutôt que lui. Heureusement, avant qu'il n'y parvienne, Engine surgit du mur et atterrit en tenant son parapluie de justice pour protéger Rudo. Peu après, Bro, Santa, Ryo et Zanka le rejoignent sur la corniche, laissant Zodil sous le choc. Profitant de sa distraction, Rudo se dégage de l'emprise de Zodil et lui fait savoir que ses plans ont échoué, surtout maintenant que les nettoyeurs sont réunis et bien plus proches du cœur de la bête. Avant même que Zodil ne puisse répondre, la bête de déchets gagne enfin assez de traction pour commencer son ascension vers la sphère. Alors qu'elle décolle, son inclinaison change, provoquant des turbulences, et Zodil dit à Rudo que ce n'est qu'une question de temps avant qu'il ne franchisse la frontière et n'atteigne la sphère.
En entendant cela, Rudo se précipite immédiatement vers le cœur de la bête. Ignorant Zodil, sort un pistolet à clous imprégné d'anima et tire plusieurs clous sur le cœur pour le détruire. Malheureusement, avant que les clous ne touchent le cœur, les bras prothétiques de Bundas sortent d'un trou et les bloquent tous. L'attaque stoppée, Bundas sort du trou, se présente comme un pilleur débutant en formation et jure de tous les écraser. Au début, Ryo et Engine foncent sur lui, mais Bundas utilise 2 de ses bras pour les arrêter net. Ensuite, Bro, Santa et Rudo font de même, mais Bundas les repousse aussi avec 3 autres bras. Réalisant à qui ils ont affaire, Engine tente de percer sa défense en utilisant son parapluie. Cependant, Bundas l'arrête avec un bras prothétique spécial. Quant à Ryo, au moment où elle tente de trancher le métal, Bundas l'attaque avec un bras prosthétique ultra résistant pour l'empêcher de passer. Pendant ce temps, Bro et Santa se retrouvent également face à des bras étranges, mais étonnamment efficaces, qui les maintiennent à distance. Pendant le combat, Chthoni apparaît derrière Zodil, occupée à regarder, lui dit qu'elle a déjà récupéré Jabber et conseille de partir. À ce moment-là, Engine, Bro, Santa et Ryo continuent de se faire malmener exprès pour permettre à Rudo de contourner Bundas. Malheureusement, avant que Rudo ne puisse s'échapper bien loin, Bundas le repère grâce à ses petits fingerlings et le force à revenir au combat. Le temps presse et Rudo perd espoir de battre Bundas, jusqu'à ce qu'il se souvienne du puissant gant de la série Watchman offert par Recto et décide d'en libérer toute la puissance. Pour ce faire, il sort son pistolet à clous amélioré, y insuffle tout son anima, libère un rayon de lumière rouge et transforme l'arme en un canon à clous. Voyant cela, Bundas envoie ses bras attaquer Rudo, mais celui-ci tire un clou gigantesque qui repousse Bundas et sa défense si loin qu'il en reste sous le choc. Après avoir réussi à bloquer le premier clou, Bundas commence à se vanter un peu, mais Rudo, d'un coup, tire un second clou qui vient se ficher droit dans le premier, pulvérisant complètement ses bras prothétiques et, du même coup, battant Bundas. Alors que l'arme de Rudo tombe en poussière, Zodil dit à Bundas de les rejoindre pour préparer la suite. Ravi, Bundas se relève, ramasse les débris de ses bras et rassure Rudo, inquiet pour son instrument vital en lui disant qu'il va le réparer. Alors que le trio se dirige vers le portail de Chthoni, Rudo traite Zodil de lâche pour avoir tenté de s'enfuir. Après l'avoir rassuré sur son plan, Zodil invoque Nowhere Day Day, dont les cheveux crépitent d'électricité, pour poursuivre le combat. Quelques secondes avant qu'elle ne déchaîne le chaos, Zodil, Bundas et Chthoni s'échappent par le portail pour se mettre à l'abri. Une fois hors de portée, Nowhere Day Day accepte son sort de pion de Zodil et libère toute l'électricité statique de ses cheveux dans une ultime explosion. En quelques secondes, l'électricité frappe toute l'équipe d'Engine et les électrocute pendant plusieurs minutes, les paralysant totalement. Pendant ce temps, Nowhere Day Day souffre le martyre alors que ses épaules brûlent, mais elle continue d'électrocuter l'équipe d'Engine sans se soucier d'elle-même pour laisser à la bête de détritus le temps d'atteindre la frontière. Malheureusement pour elle, juste au moment où elle pense avoir le dessus, elle aperçoit Rudo rampant désespérément vers le noyau pour le détruire et s'emporte contre lui pour sa ténacité. Alors que Rudo explique sa motivation, l'immense pression de la tempête extérieure perce un trou dans le plafond, créant un changement de pression soudain qui aspire tout dans la pièce. Nowhere Day Day est la première à être aspirée car elle est la plus proche du trou, mais même après s'être accrochée à un rebord pendant plusieurs secondes, elle finit par être éjectée de la bête dans le vide. En flottant, elle aperçoit la magnifique frontière jaune dorée séparant leur monde de la sphère et verse des larmes devant tant d'irréalisme. À ce moment précis, elle ressent une étrange anomalie dans l'atmosphère, provenant de la direction opposée. Elle se retourne alors et là, elle découvre une statue gigantesque assise sur les nuages, comme s'il s'agissait d'un maître de kung-fu momifié. Peu après, l'atmosphère devient noire et blanc, ce qui la terrifie. Cependant, au moment où Nowhere Day Day réalise que la statue est l'incarnation vivante des Watchmen, quelque chose d'invisible lui tranche la tête. Pendant ce temps, Engine et les autres continuent de s'accrocher à tout ce qu'ils peuvent pour éviter d'être aspirés, quand Rudo ressent soudainement cette étrange anomalie, lui aussi. Alors qu'ils perdent tous peu à peu prise sur le sol, Gita arrive, l'air hébété, tout en traînant Zanka inconscient sur le sol. En la voyant, Engine et Bro paniquent complètement et lui crient de s'accrocher à quelque chose, n'importe quoi, pour ne pas être aspiré. Pendant que Gita continue de bafouiller, Bro se souvient soudain que l'instrument vital de Gita la protégera de l'aspiration, alors il lui ordonne de l'utiliser. En entendant cela, Gita saute 3 fois, active son instrument vital, son étrange costume de dinosaure se transforme en une peluche géante et elle bouche le trou avec sa queue pour normaliser la pression. Une fois cela réglé, Engine, Ryo et Rudo détruisent le noyau et arrachent l'instrument vital qui l'alimente. En quelques secondes, la bête de détritus s'éteint et commence à tomber.
Heureusement, avant qu'Enjin et toute son équipe ne finissent en purée, Gita demande à tout le monde de bien s'accrocher à sa tête. Elle plonge ensuite hors de la bête juste avant qu'elle ne s'écrase et atterrit en toute sécurité dans un tas d'ordures. Peu après, Rudo examine les bottes d'Amo et tente de comprendre pourquoi Zodil a entrepris cette expérience. Au moment où la fatigue éteint son cerveau, les renforts arrivent et administrent immédiatement les premiers soins à Zanka. Peu après, Gita, sans son costume, informe Tamsi et Delmon du plan de Zodil pour entrer dans la série des Watchmen, qui a échoué en créant cette imitation de bête de détritus. Comme aucun d'eux ne comprend de quoi il s'agit, Tamsi met fin à la conversation et suggère qu'il s'en informe plus tard. 2 jours plus tard, Rudo se rend à l'hôpital de Zanka avec Follow, Delmon et Enjin munis d'un bouquet pour prendre des nouvelles de son rétablissement. À la porte d'entrée, Rudo a une étrange conversation sur les fleurs et les traditions de la sphère avec eux, et demande à Enjin si Jabber a vraiment tant affecté Zanka. Bien que le poison de Jabber n'ait pas été mortel, Enjin dit qu'Ishia lui a confié que cela avait porté un coup très dur au pauvre Zanka. Face à ça, Rudo et Follow se sentent désolés pour Zanka, mais Enjin, qui connaît bien le vrai Zanka, les rassure en leur disant que ce revers ne l'abattra jamais, car il a déjà traversé et survécu à une situation similaire par le passé, laissant Rudo complètement sous le choc. Peu après, le maire de Canvas City arrive au quartier général avec Remlin pour le forcer à s'excuser d'avoir raté le sort de protection de Zanka. Une fois dans la salle, il force Remlin à avouer ce qu'il a dessiné à la place du sort de protection, un sort stupide qui a gonflé le bras droit de Zanka un instant et l'oblige à s'excuser. Au lieu de s'énerver, Zanka éclate de rire, ce qui choque Remlin, accepte sa défaite et l'assure qu'il ne comptait de toute façon pas sur le sort de protection pendant son combat. En entendant cela, Remlin et le maire partent en silence, mais Rudo reste pour compatir avec Zanka. Cependant, avant qu'il ne puisse dire quoi que ce soit, Zanka devine ses intentions et le rassure de toute son âme qu'il deviendra plus fort et qu'il ne doit pas le plaindre. Après avoir entendu tout ce que Zanka vient de dire, Rudo le reconnaît immédiatement comme son entraîneur et se jure d'apprendre de lui. Cela dit, Rudo s'en va et Enjin arrive bientôt avec des cadeaux de la part de tout le monde. Après avoir remis les cadeaux, le duo discute de Rudo et de son nouvel objectif de vivre heureux et de se venger plus tard. Mais au moment où Zanka commence à parler de leur récente rencontre avec les pillards, ainsi que de sa motivation à devenir plus fort pour Rudo et pour eux tous, Enjin s'endort sur le lit à côté de lui. Pendant ce temps, on voit Zodil se détendre sous des rochers aux formes bizarres, disant à Bundas que l'expérience transfrontalière, bien qu'elle ait totalement échoué, était en fait un succès, car il sait maintenant qu'il est possible de traverser la frontière vers le monde sphérique sans mourir. À ce moment-là, Bundas réalise que Zodil est un vrai cinglé et un scientifique dans l'âme. Mais alors qu'il se demande à quelle monstruosité les nettoyeurs seront confrontés ensuite, Zodil ordonne à Chthoni d'accélérer le travail sur l'amélioration de la prochaine bête de détritus qu'ils utiliseront pour traverser la frontière eux-mêmes. Ensuite, il reconnaît le sacrifice de Nowhere Day. Puis il promeut Bundas de recrue à Pillard à part entière, lui donne une figurine et lui ordonne de trouver le donneur responsable de la fabrication des colliers de communication des nettoyeurs. Il pense que quelqu'un avec une telle couverture doit posséder une pièce de la série Watchman, ce qui leur permettrait de poursuivre leur voyage vers la sphère. Pendant ce temps, Zanka surprend Rudo en train d'observer Remlin depuis une fenêtre. Rudo est de mauvaise humeur après avoir raté sa première mission en tant que donneur, et Zanka l'encourage à aller lui parler. Mais Rudo dit qu'il ne peut pas parce qu'il a peur de tout gâcher. En entendant cela, Zanka lui passe un savon, il lui dit que s'il est vraiment sérieux dans sa démarche pour retrouver Amo, il doit d'abord apprendre à bien parler aux gens, et que remonter le moral de Remlin est un excellent point de départ pour ça. Après avoir entendu tout cela, Rudo descend, s'approche de Remlin avec une feuille de papier et lui demande de lui apprendre à dessiner, espérant lui remonter le moral. Heureusement, cela fonctionne, car Remlin emmène immédiatement Rudo rejoindre Gita et Santa dans la salle commune et leur apprend à dessiner. Pendant qu'ils y sont, Corvus arrive avec Semiu et manque de mourir de gêne en voyant l'horrible dessin de Rudo. Peu après, Remling commence à parler d'ajouter son art à la fresque historique des donneurs, ce qui rappelle à Corvus la grande fresque que les donneurs complètent à Canvas Town, pour dépeindre leurs pensées et leurs idées et représenter leur génération. Comme Remling ne peut pas dessiner seul une œuvre aussi importante, Corvus ignore les avertissements de Semiu et ordonne à Rudo, Santa et Gita de partir en excursion à Canvas Town avec Remling pour l'aider à créer la fresque. Le lendemain, Rudo et les autres arrivent à Old Town pour chercher de l'encre pour la fresque de Remlin et commencent à explorer, ignorant qu'Enjin et Bro les surveillent de près. Pendant ce temps, Semiu voit Corvus ajuster ses vêtements et lui demande s'il attend bientôt de la visite. Alors que Corvus lui dit qu'il attend des invités de marque, quelqu'un crie dans le communicateur de Semiu que les guerriers militaires les plus redoutés sont à leur porte.
Peu après, Corvus s'assoit face à la capitaine de l'escouade militaire, Kaioka, et entame une petite discussion. Ensuite, Kaioka explique à Corvus que les débris du gigantesque monstre volant que son équipe a détruit ont malheureusement causé pas mal de dégâts dans les villes avoisinantes. Pour cette raison, elle accuse Corvus de négligence pour ne pas avoir fait de rapport rapide, mais Corvus sait qu'elle gagne du temps et la presse d'aller droit au but. Pendant ce temps, Rudo et les autres trouvent un glacier, et Rudo dépense tout leur argent pour acheter un maximum de glace, sans savoir que Fu, l'idiot, les suit de près. Peu après, Rudo devient sauvage pour avoir plus de glace, mais alors que les autres le retiennent, Remelin se met à rire comme un raton laveur enragé, ce qui effraie Fu. Bientôt, un kidnappeur arrive et tente d'attirer Rudo et les autres chez lui avec des bonbons, mais Rudo le démasque, le frappe à l'entrejambe et libère une rage rouge qui fascine Fu. Bientôt, Rudo et les autres quittent Old Town et se rendent à pied jusqu'à Canvas Town. À leur arrivée, Remelin s'effondre de fatigue. Cependant, Rudo l'ignore complètement et franchit la porte d'entrée de la ville avec les autres. Dans le petit tunnel entre la porte et la ville, Remelin allume la lumière et montre à Rudo les magnifiques fresques peintes sur le plafond du tunnel. Alors que Rudo recule sous le choc, Engine arrive avec Bro, et ils identifient le motif de la toute première fresque de sorcier avec Remelin et Rudo. Ils fixent l'œuvre jusqu'à ce qu'ils repèrent la marque de la série Watchman juste en dessous. Alors que Rudo et Engine sont sous le choc, Kaioka presse Corvus de leur livrer Rudo pour qu'il puisse étudier sa race, son histoire et la sphère dans son ensemble. Cependant, Corvus refuse, arguant que Rudo est un nettoyeur actuellement en service et qu'il n'a commis aucun crime. À peu près au même moment, Remelin va finir par identifier le propriétaire de cette marque Watchman. Il s'agit de Canis Surabrek, qui est un ami du tout premier sorcier. Et cette révélation, ça ne fait que troubler encore plus Rudo, parce que son nom complet, eh bien c'est justement Rudo Surabrek. Ceci nous amène à la fin de la vidéo. Que pensez-vous de ce récapitulatif ? Pensez-vous que Zodil et les Raiders réussiront leur prochaine expérience? Dites-le nous dans les commentaires ci-dessous. Et si vous voulez d'autres récapitulatifs d'animés comme celui-ci, regardez plutôt cette vidéo.